Voilà, les projections, a priori, à 20 heures, on imagine qu'il y aura 265 députés RN, 40 LR, 77 Ensemble et 195 Front Populaire. Ce sont des projections d'IFOP. Il faut faire très attention à ces projections puisqu'il y aura beaucoup de triangulaires. Beaucoup de choses vont se passer durant la semaine qui va commencer, qui a commencé aujourd'hui. Donc bon, ce sont des projections et elles diffèrent selon les instituts de sondage. Mais bon, l'histoire n'est pas tout à fait écrite et ces projections nous donnent en tout cas une idée de la percée impossible d'ignorer, la percée fulgurante du Rassemblement national. Alors je ne sais pas si on a les résultats d'un certain nombre de circonscriptions. Si on ne les a pas, en tout cas si on ne les a pas en images, ben on va se lancer un peu dans la discussion, parce que j'imagine que vous êtes assez pressé de nous donner un peu votre opinion, votre ressenti avec ces résultats. Je commence par Bélir Nabli, professeur des universités. Oui, au moins deux éléments qui s'articulent autour de la figure d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il a complètement raté son pari. Il a fait un pari, il a joué avec... j'allais dire, le peuple souverain et avec nos destins individuels et collectifs, et il a perdu, et il nous met en danger en même temps. On aura l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est la première chose. Il a complètement raté son pari politique en attendant les résultats du second tour. Et le deuxième élément, c'est qu'il est aussi doublement responsable de ce résultat, parce que si le Rassemblement national est aussi haut, c'est qu'il a également une part de responsabilité, cette fois-ci du point de vue du contenu du discours du RN, qu'il a nourri d'une certaine manière, qu'il a banalisé, normalisé. Donc il y a une double responsabilité historique ce soir d'Emmanuel Macron dans ce résultat qui place le Rassemblement national au port du pouvoir. Willette Ketfi, tu es journaliste indépendante, tu as beaucoup travaillé sur les effets disons des nouvelles législations sur les minorités, notamment les musulmans, mais également les étrangers. Et je suppose que avec cette sensibilité, ce regard particulier, tu as un point de vue particulier sur ce qui est en train de se dérouler. Pour répondre à ta première question, sur mon sentiment personnel. Je suis choquée, je crois qu'on est nombreux à être choqués, même si on s'y attendait. On attendait quand même le résultat. On était un peu dans le déni. Enfin, moi, à titre personnel, j'étais un petit peu dans le déni. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, je changeais d'avis. Je me disais non, il va y avoir un sursaut. C'est pas possible qu'on ait le Rassemblement national en tête. Il va y avoir un sursaut avec ce nouveau Front populaire. Donc, j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes issues des quartiers populaires, des citoyens de confession musulmane qui se sont mobilisés. Alors, bien sûr, un peu moins que la moyenne nationale, mais qui se sont quand même mobilisés. Beaucoup plus que par le passé. Beaucoup plus que par le passé. On a des taux de participation qui sont historiques et qui, en fait, là, se retrouvent avec 12 millions d'électeurs du Front National et qui, donc, ont ce résultat-là, qui se prennent ce résultat-là en plein visage et qui sont sous le choc. J'ai, par exemple, une amie qui me disait, là, voilà, mon fils a vu les résultats, c'est un enfant qui est en école primaire, et qui lui a dit, mais maman, est-ce que je vais pouvoir aller à l'école? C'est un enfant qui est d'origine maghrébine. Il s'est dit, peut-être qu'on va m'interdire l'accès à l'école parce que je suis un enfant arabe. Donc, on a une population aujourd'hui qui est complètement... choqué en fait par ce résultat. On est dans peut-être un état de sidération là maintenant. Ensuite, reste à voir comment on va se mobiliser pour la suite. Quelles sont les perspectives qui nous restent? Est-ce que l'espoir est toujours permis ou pas? Ça, on va en discuter, mais c'est vrai que là, tout de suite, quand on se parle, je suis sous le choc. Bélir, finalement, en gros, le symbole de la gauche populaire, la gauche barbecue, la gauche, disons, qui n'injurie pas les valeurs, disons, culturelles du RN, Fabien Roussel, patron du PCF, il est battu. Et puis, on voit aussi la position de François Ruffin, qui est difficile, mais pas impossible à remonter. Oui, c'est quand même deux figures d'un discours et d'une formule bien connue maintenant, fâché mais pas facho, pour essayer d'une certaine manière de déculpabiliser les électeurs du RN. On voit bien le caractère pour le moins limité de ce type de rhétorique. En réalité, les fâchés mais pas fachos votent quand même facho, donc c'est quand même un fait où ils votent plutôt facho. Et il serait temps d'en prendre acte, notamment pour cesser d'essayer de développer un discours ambigu sur la chose. Je veux dire, Roussel, quand même, qu'est-ce qu'on va garder de lui? C'est un discours équivoque où il essaie de mobiliser des éléments identitaires. Des affects, peut-être pas des éléments objectifs, mais des affects identitaires.
on va dire. Oui, mais il n'a pas été le premier à les mobiliser. Avant lui, des acteurs du Front National avaient fait la même chose en mobilisant le vin, le saucisson, etc. Ça renvoie à un imaginaire qui, à contrario, stigmatise en réalité une proportion non négligeable de la population française, qui sont des minorités. Il savait très bien ce qu'il a fait. Et en même temps, ça n'a pas de résultat. Je veux dire, ce n'est pas qu'un discours, une critique morale. En plus, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, il faudrait en tirer toutes les conclusions. Et je pense que du côté de la direction du Parti communiste français, qui s'est engagé dans cette voie depuis un certain nombre d'années maintenant, il serait temps de rompre peut-être avec cette stratégie qui n'est pas efficace. Moi, je rappelle juste que le PCF, c'est entre 2 et 2,5 élections nationale après élection nationale à travers ce discours-là. Donc il y a peut-être autre chose à faire au regard des résultats, tout simplement. Et Ruffin, qui s'est inscrit dans la même veine, en considérant, même chose, que finalement les électeurs du RN n'étaient pas forcément ou foncièrement racistes, mais qu'ils étaient... En tout cas, c'était les électeurs de sa circonscription. Il a aussi vu la vague et il a essayé de s'y adapter. Oui, mais en considérant que des ressorts sociaux pouvaient les ramener vers un vote de gauche ou républicain. Ça marche que très relativement, si ce n'est de moins en moins, parce que en vérité, il y a un déni. En vérité, il y a un déni. Même à gauche, je veux dire, Ruffin comme Roussel, en vérité, ont cultivé un discours qui tendait à relativiser, à minorer, en fait, un fondement raciste, des ressorts racistes dans le comportement électoral d'une proportion non négligeable de la population. Mais que faire quand... D'où viennent ces nouveaux électeurs du RN, de LR qui s'effondrent, du macronisme, de la gauche? On a vraiment l'impression que c'est une vague qui, en tout cas, en plus, a été marquée par le ralliement de Ciotti au Rassemblement national, Bélir. On voit bien qu'il y a un verrou psychologique qui a sauté. C'est lui qui a permis le passage à l'acte, comme on dit chez les psychologues ou psychiatres. Le passage à l'acte électoral traduit finalement ce dont on est tous conscients, à savoir la normalisation, la banalisation, la dédiabolisation, la dédiabolisation du RN. Mais sous deux effets, celui dont on a déjà parlé, à savoir finalement l'œuvre, l'une des principales œuvres des 2 mandats Macron, à savoir finalement avoir renvoyé dos à dos la gauche qualifiée d'extrême gauche et le Rassemblement national qui ne serait plus l'extrême droite. D'un côté, ça on en a tous conscience. Mais il y a un autre élément qu'on a évoqué il y a quelques temps, mais qu'on tend à oublier aujourd'hui, c'est l'effet Zemmour. Zemmour, où le Reconquête s'est effondré, d'après les chiffres qu'on a aujourd'hui. Mais ils ne sont pas volatilisés, ils sont allés voter, mais ils ont voté. Le vote utile d'extrême droite, aujourd'hui, c'est aussi RN. Alors, donc, on va continuer. Quand on parle de déshumanisation, le risque de l'arrivée du RN au pouvoir, c'est celui de la déshumanisation d'un certain nombre de personnes étrangères, mais également d'un certain nombre de Françaises et de Français. Est-ce que le reste de la classe politique et du monde médiatique peuvent se sentir étrangers à la logique de déshumanisation qui va peut-être arriver à son terme dans une semaine? C'est peut-être... Même pas à son terme, à son aboutissement. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que le processus est largement entamé. Je veux dire par là que il y a la part de déni. Enfin, si on en est là, c'est qu'il y a un déni profondément ancré dans la conscience individuelle et collective et qui permet à la fois de comprendre le résultat du RN, mais aussi la passivité, voire parfois la collaboration médiatique d'un certain nombre de responsables, qu'il s'agisse des actionnaires dirigeants des principales chaînes d'information ou de leurs journalistes qui ne sont pas à la hauteur de la déontologie existante de leur propre profession. Et donc, on voit bien là ce que Marc Bloch appelait l'étrange défaite. C'est-à-dire finalement que la situation actuelle fait que dans un premier temps on se tourne vers nos concitoyens, vers le peuple, en le culpabilisant, en considérant qu'il ne sait pas bien voter, mais en réalité les principaux responsables de cette situation, ce sont nos élites. Qui envoient des signaux. Pas que des signaux, qui orientent en conscience
ce comportement électoral nourri par le confusionnisme, par la désinformation, enfin des fléaux démocratiques qui dégradent notre vie publique, qui dégradent notre démocratie. Et ils sont là, ces responsables. L'histoire retiendra leur nom. Je veux dire, vous savez, en vous écoutant, moi j'avais Bolloré en tête sur l'espèce de cynisme qui consiste pour l'État français de pouvoir agir d'une certaine manière en Afrique, mais au-delà de l'État, vous avez des acteurs privés. Bolloré qui s'est enrichi en Afrique en exploitant les richesses du continent, de certains de ces pays en tous les cas. Donc en appauvrissant les populations sur place. Exactement. En faisant venir plus d'Africains finalement en France et puis en alimentant les médias pour que les gens soient de plus en plus racistes. Donc on est dans un cercle vicieux. Il nourrit la bête qu'il veut placer au pouvoir. Donc voilà. Donc c'est eux les responsables. Ce sont les élites du pays. En vérité, il faut les mettre en accusation parce qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils font. Et ils le font avec efficacité désormais. Et on a des gens qui malheureusement n'ont pas les moyens tout simplement d'être conscients de ce qui se passe et de la manière dont on les manipule tout simplement. Et ce n'est pas exceptionnel ni à la France, ni à cette époque. On a déjà connu ce type de séquence dans l'histoire du politique, dans l'histoire de la démocratie. Donc il est temps de dire les choses vraiment frontalement, clairement, et arrêter de jouer avec des formules équivoques. C'est pour ça que j'avais commencé sur les fâchés mais pas fachos. On ne gagne pas de temps. On sait qui sont les responsables et quel est leur objectif. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques chiffres, quelques résultats, estimations plus précisément. Et si les résultats diffèrent, on en parlera après. Les estimations, notamment dans la circonscription de Laurent Wauquiez et de Gérald Darmanin. Alors, on voit que Laurent Wauquiez, dans la première circonscription de Haute-Loire, il est en ballottage favorable avec 37,2% suivi par le RN avec 35,3% et le Front populaire qui est également en ballottage, qui aurait les moyens manifestement d'être au second tour avec 17,7%. Céline Gacon pour le Front populaire, Alexandre Euzet pour le Rassemblement national. Il y a également les résultats de la 10e circonscription du Nord, celle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il est face au RN avec 41% et le RN à 36,9%. Bastien Verbrugge, on voit même là où il y a un Darmanin, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement épouse à 90% les thèses du RN, le RN continue de progresser. Dans la 10e circonscription du Nord, la gauche s'efface. Et donc ça ne sert à rien en plus de s'aligner. Je veux dire, politiquement, on ne gagne pas à s'aligner sur les thèses et sur le discours du Rassemblement national. Darmanin, quelque part, il gagnera, puisqu'il profitera de l'effet du vote républicain. Oui, mais il ne fait pas baisser. La montée, elle est continue, même dans sa Oui, mais là, il est dans la logique précise où le lepénisme renforce et conforte le macronisme. Si je peux me permettre, la politique qui a été menée par Gérald Darmanin, il l'a dit lui-même, il trouvait Marine Le Pen trop molle, et notamment en ce qui concerne les citoyens de confession musulmane, il a mené une politique d'extrême droite, extrêmement violente, des fermetures abusives de lieux de culte, de structures musulmanes, d'écoles musulmanes sans aucun motif. Je pense notamment à l'école de Corbeil qui a été fermée il y a quelques jours, manu militari, les policiers qui sont venus dans l'école alors qu'il y avait des enfants en pleurs qui ne comprenaient pas, la directrice qui a été emmenée, menottée, qui ne comprenait pas ce qui se passait, au motif que l'école n'a pas le niveau. Il n'y a pas de niveau. Donc c'est ce qui est écrit. Ce qui est factuellement faux, ça, c'est la politique de Gérald Darmanin. Donc, on n'imagine même pas ce que ferait le Rassemblement national. Mais je veux dire, ça, c'est la politique qui a été menée par Gérald Darmanin. Si le Rassemblement national met sur des valeurs fondamentales, en réalité, ni Rassemblement national, ni France insoumise, étant donné le nombre important de triangulaires qu'il y aura, ça signifie oui au Rassemblement national. Bien sûr. Bélire. Non, allez-y. Non, juste
Parce que lorsque vous êtes dans la peau du citoyen lambda, vous pensez qu'il distingue LFI et NFP, Nouveau Front Populaire. Mais il ne sait pas qui est exactement le candidat de gauche qui va être au second tour. Et si donc il y a un bémol exprimé par les chefs macronistes, ils vont assimiler tous les candidats du Nouveau Front Populaire à LFI. Donc le discours est ambigu, n'est pas à la hauteur de l'histoire, et comme vous l'avez dit, d'une certaine manière, il joue dans le sens du Rassemblement national. Et ce qui vient s'inscrire, encore une fois, dans l'espèce de processus historique, de confusionnisme, de cette droite qui se voulait libérale et qui se termine dans une autre frange de la droite, qui est une droite réactionnaire, qui préfère finalement s'acoquiner avec le Rassemblement national et donc l'extrême droite qu'avec une gauche qui est qualifiée d'extrême gauche, alors que tous les économistes sérieux, ou la plupart d'entre eux du moins, reconnaissent précisément le sérieux du programme du Nouveau Front Populaire qui n'a rien d'extrémiste. Donc, oui, mais voyez-vous, le Nouveau Front Populaire est antisémite, monsieur Nabli. Non, mais... C'est le genre d'argument d'autorité qui est effectivement diffusé pour instiller de la confusion, pour décrédibiliser... Créer une équivalence entre le RN raciste, antisémite, dont les fondateurs viennent d'une certaine matrice, et le Nouveau Front Populaire. C'est même au-delà. Oui, c'est au-delà parce qu'il n'a pas été qualifié d'antisémite. Oui, le RN, par même les temps, médias et par les macronistes, il n'a jamais été qualifié d'antisémite. Parce que parallèlement à la décrédibilisation pour antisémitisme, qui a ciblé... la gauche en général et LFI en particulier, dans le même temps, le narratif médiatique consistait à légitimer, normaliser le Rassemblement national. Donc vous voyez bien que ce confusionnisme et ce pseudo-renvoi dos à dos de la gauche et du Rassemblement national jouent en réalité en faveur du Rassemblement national. Et puis surtout, il n'est pas à la hauteur de l'histoire et à la hauteur de son engagement lorsqu'il a été... Lorsque les électeurs de gauche ont fait barrage, c'est-à-dire que des gens se sont bouchés le nez pour voter Emmanuel Macron. J'en fais partie. J'avais dit que je n'allais pas voter Emmanuel Macron étant donné la politique extrêmement islamophobe qu'il avait menée, et je suis quand même allée faire barrage. Je me suis bouché le nez pour voter Emmanuel Macron, pour faire barrage au Rassemblement national. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il va décider peut-être qu'au cas par cas... non, il nous a dit « ce vote m'oblige ». Et surtout, les électeurs de gauche de 2022 avaient voté pour la France insoumise en majorité. Exactement. Donc aujourd'hui, il doit être très clair. Soit il est républicain et il retire tous ses candidats lorsqu'il y a une triangulaire en faveur du nouveau front populaire, soit il n'est pas républicain. Mais il n'y a pas de « oui, je vais tergiverser, je vais réfléchir au cas par cas, lorsque c'est LFI, oui, lorsque c'est... » Non. En fait, soit il est républicain, soit il ne l'est pas. Et il fait voter le Rassemblement national. Il nous a fait une dissolution au moment où le Rassemblement national était aux portes du pouvoir. Il a mis en place des lois extrêmement dangereuses et islamophobes, pour être très clair, pour tous les concitoyens de confession musulmane. Il a ouvert les vannes. Et aujourd'hui, il va donner les clés à un gouvernement extrêmement dangereux avec des lois qui sont déjà en place. Le Rassemblement national n'a même pas besoin de faire voter des lois. On a la loi contre les séparatismes qui est là et qui peut leur permettre de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, de dissoudre n'importe quelle association, qu'elle soit écologiste, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit musulmane, quelle qu'elle soit. Il peut dissoudre n'importe quelle association, fermer n'importe quelle structure, au gré, selon leurs envies. Et ça, c'est Macron qui l'a mis en place. Donc il nous a mis en danger. Et aujourd'hui, il nous dit, je vais réfléchir. Peut-être que parfois, on va retirer notre candidat. Et peut-être que non. Alors, il y a Gabriel Attal au profit de François Ruffin. A priori, au profit de François Ruffin. Reste à savoir si l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour ne va pas se reporter, lui, sur l'option Rassemblement national. Mais qu'est-ce que ça nous dit, finalement, une direction qui tergiverse et les élus ou les candidats de l'ensemble qui sont obligés de se décider. Non seulement, effectivement, il n'y a pas de leadership au sein du camp macroniste, mais surtout, et de manière beaucoup plus intéressante, elle fonde quand même sa décision sur une qualification du RN. Ce sont les ennemis de la République. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a plus de consensus autour d'une telle qualification. Elle prend position courageusement. Aujourd'hui, il faut ajouter le courageusement. Mais il n'y a plus de consensus. Et pas seulement au sein du camp macroniste.
la normalisation du RN dont on parle depuis le début, ça se traduit notamment par le fait qu'ils ne sont plus antinomiques avec l'idée de République. Et c'est ça le problème. Je veux dire, à partir du moment où on conçoit qu'ils puissent appartenir, comme on dit, à l'arc républicain, bien franchement, on ne voit plus comment justifier le fait de faire barrage face à l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Donc vous voyez, le fait de ne pas être clair dans sa manière de raisonner, d'avoir des valeurs qui puissent guider vos décisions, ça donne ce sentiment de confusion qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une décision d'une élue macroniste qui va contredire la position d'une autre candidate, Aurore Bergé notamment. Et donc, ce confusionnisme au sein même de l'ex-majorité présidentielle, finalement, illustre parfaitement l'état de notre vie politique. Lauriane ?